and gentlemen, good afternoon. Mesdames et messieurs, bon après-midi. On aura une session mixte, donc anglais et français, parce qu'il y a certains intervenants qui sont plutôt à l'aise en anglais, d'autres en français. Donc ceux qui souhaiteraient prendre leur micro peuvent le prendre. So we are now at our last session before the closing ceremony. It was a long journey, but very interesting. And I hope continue to be as interesting as the precedent session. So today we'll talk about maritime transport and logistics. We are in the good area to talk about it because we know all the history of Tanger, but there are some people who are more keen to talk about it, and they will try to give us the key of the history. So the main question is the development of regional hub and an accelerator or of growth and development. The question is to see if the creation of regional hub can accelerate the development. It's a real question in Africa and in other parts of the world, and we'll try with all our experts to discuss about that. To talk of all this, we have people who are allowed to, so I will present them quickly before giving them the floor. Beside me just, we have Hele Glaye, who is CEO of I2Lead Consulting Group. It's a consulting group with experts on the maritime industry, shipping KPIs, consulting, and also performance development and so on. So she founded that company and has worked a lot in the region and in the north also. So she will try to give us some answers on this question. Monsieur Édouard Philippe, qui est le maire du Havre. Le Havre, grande ville portuaire, un des premiers ports de France et d'Europe. Donc, bien entendu, qui est au cœur de la question du développement de hubs régionaux, parce qu'on verra que le Havre constitue un pôle de développement et qui, bien entendu, apportera en tant qu'acteur, puisqu'il est maire de cette ville, des réponses à nos questions. Monsieur Louis Tarafa, qui est manager opérations et logistique consulting pour la région MENA de IDEM Consulting. C'est un bureau d'études d'ingénieurs spécialisé dans le conseil, particulièrement dans toutes les activités infrastructures, architecturales, industrie, énergie, etc., créées en Espagne en 1957. Et il nous apportera son expérience de consultant. Il y a monsieur Jawad Kerdoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales, qui est un think tank très connu pour ses interventions sur beaucoup de sujets et qui également a été un acteur du secteur puisqu'il a eu à travailler dans le secteur pendant un certain nombre d'années et qui nous apportera sa vision par rapport à l'expérience marocaine. Et bien sûr, puisqu'on est à Tanger et que Tanger est connu pour beaucoup de choses et particulièrement pour son port Tanger Méditerranée, créé il y a bientôt 7 ans et qui s'est beaucoup développé. Et M. Mohamed Dahman, qui est responsable d'exploitation du port de Tanger Med, va nous en parler durant ce panel. So, je vais commencer en français. Donc pour commencer, je vais donner la parole à M. Philippe pour voir un peu, en tant qu'acteur, hein, vous êtes maire d'une ville qui est connue pour son port, qui est connue pour son arrière-pays. Donc, comment vous voyez le sujet en tant qu'acteur assez important de cette ville et vu de la fenêtre du Havre, comment vous voyez le rôle de ces hubs régionaux dans le développement économique et dans la croissance? Oui, voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous parler simplement du Havre, parce que même si c'est un sujet qui me passionne, je pense que l'intérêt qu'il représente pour tous ceux qui nous ont rejoints cet après-midi peut être relativement limité. En revanche, je voudrais vous dire que la question qui nous est posée aujourd'hui, celle de savoir si les hubs constituent des facteurs de développement économique, appelle une réponse qui est au fond assez simple. La réponse c'est oui, évidemment, il n'y a même pas de question.
Et pourtant, on nous la pose, donc il faut bien y répondre. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis oui? Évidemment, il n'y a même pas de question. Ben, pour deux idées, au fond, assez simples, que je voudrais développer un tout petit peu devant vous. La première, c'est que l'économie mondialisée telle qu'on nous la présente et telle que nous la vivons tous les jours, c'est avant tout une économie maritime. Et il faut bien s'en convaincre, parce qu'une fois qu'on s'en est bien convaincu, on peut commencer à en tirer profit. Et puis la deuxième idée simple, c'est que l'économie mondiale maritime, qui est fondamentalement une économie de flux, est une économie qui commande la géographie industrielle. Et c'est ça qui permet de répondre à la question. Alors, la première idée simple, l'économie mondiale globalisée qu'on nous présente, c'est une économie maritime. Pour une raison simple, quand on nous parle de mondialisation, quand on évoque la mondialisation, chacun d'entre nous peut avoir à l'esprit immédiatement une économie dans laquelle l'information circule librement et rapidement, le virtuel, le numérique, tous ces facteurs qui symbolisent d'une certaine façon l'économie mondialisée. Sauf que la réalité de l'économie mondialisée, c'est bien plutôt une économie dans laquelle les échanges réels, les échanges physiques de marchandises sont évidemment globaux et sont, pour l'essentiel, à 80 ou 85% des échanges maritimes. Songez-y, le monde dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons, le monde matériel, cet écran de télévision, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, le coton avec lequel vos costumes a été préparé, les micros avec lesquels nous parlons, tout ça a été plusieurs fois transporté dans le monde et donc est évidemment passé sur des bateaux et sur des ports. 80% du commerce physique de marchandises est maritime et portuaire. Ça veut dire que l'économie mondialisée, ce sont des flux maritimes et qu'à un moment, ils arrivent dans des ports. Il faut bien s'en pénétrer parce que parler du commerce international sans comprendre l'importance de ces flux et de ces flux portuaires, c'est parler dans le vide. Deuxième chose, cette géographie des flux commande les implantations industrielles. On observe non pas seulement le fait, alors c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, vous allez me dire, non pas seulement le fait que les grands ports sont adossés à des grandes zones industrielles, mais le fait que les grandes zones industrielles se développent à côté de grands ports. Et je voudrais vous en donner, au fond, 3 illustrations très simples, mais vraiment très simples. La première, c'est... la première, au fond, c'est pas moi qui la développerai, c'est ce qui est en train de se faire à Tanger. C'est l'incroyable développement, les prémices et le commencement du développement industriel qui résulte de la création et du développement de ce projet portuaire de Tanger-Med. Donc, de ce point de vue-là, d'autres que moi auront les compétences pour expliquer la réalité de cette idée. Deuxième exemple, un groupe comme Total, le groupe pétrolier français, dans un marché qui est compliqué, fera cette année, ou fera dans les 5 dernières années, dans les 3 prochaines années, 2 investissements majeurs en Europe. Le premier, c'est au Havre. Le deuxième, c'est à Anvers. Pourquoi? Parce que quand vous êtes Total, vous investissez dans des zones portuaires, parce que c'est par là qu'arrive le pétrole, et c'est là qu'il est transformé, et c'est évidemment là qu'il doit être transformé ou raffiné, puisque ça évite un deuxième transport à terre. Et puis le troisième exemple, c'est un exemple français, mais c'est un exemple qui au fond doit nous faire réfléchir. C'est l'exemple d'ArcelorMittal et des sites industriels qui se trouvent dans l'est de la France, du côté de Florange, qui ont fermé. Pendant très longtemps, l'industrie lourde, s'est localisée soit à côté du minerai, soit à côté du charbon. On installait des usines, d'ailleurs ça se comprend assez bien, soit près du minerai pour éviter de le transporter, soit près du charbon, parce qu'on évitait aussi de le transporter. Et ça explique très largement l'organisation industrielle en Angleterre, l'organisation industrielle dans l'est de la France, l'organisation industrielle en Allemagne. L'industrie lourde près du minerai ou près du charbon. Récemment, M. Mittal, récemment il y a quelques années maintenant, a pris la décision de fermer les usines de son groupe qui étaient installées dans l'est de la France. Alors en France, vous savez, on a souvent une lecture assez idéologique de la réalité économique. Et on a pensé soit que M. Mittal était méchant parce qu'il n'était pas français, soit que M. Mittal préférait la finance plutôt à l'investissement productif parce qu'il était capitaliste. Enfin, on a imaginé plein de choses sur M. Mittal. Et avec ce travers parfois un peu français d'imaginer des choses et de ne pas véritablement écouter ce que disent les gens, on a oublié et on a méconnu un élément de son raisonnement. Il a dit, moi je ne peux pas faire fonctionner cette usine, elle est loin de la route. De quelle route parlait-il? Des routes maritimes. Des routes, des flux
qui irriguent l'économie globalisée. Et quand vous êtes à 700 km de la mer, quand vous êtes à 700 km d'un accès massifié à un port, ça n'a plus d'intérêt d'investir dans une économie globalisée. Alors c'est à la fois terrible pour le territoire en question et en même temps extrêmement éclairant sur la deuxième idée que je voulais développer avec vous, l'idée que l'économie maritime globalisée commande la géographie industrielle. Et donc la réponse à la question que vous posez, et je me permets simplement d'indiquer que Mittal arrête d'investir à Florange, dans l'est de la France, mais investit à Dunkerque, pas à cause du minerai, pas à cause du charbon, mais parce que c'est un port. La géographie industrielle est aujourd'hui commandée par l'organisation des flux maritimes et portuaires, et c'est une immense chance pour ceux qui vivent sur ces flux, c'est une immense chance pour Tanger, c'est une immense chance pour Le Havre, et c'est un défi redoutable pour tous ceux qui pensent les politiques industrielles et les développements économiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Philippe. Donc, la réponse pour vous est très claire. Hein. Donc, l'économie mondialisée est drivée par les flux maritimes, et ces flux maritimes eux-mêmes décident de la géographie industrielle. Donc, vous allez même plus loin pour dire que si on ne s'organise pas pour avoir des ports à proximité des zones industrielles déjà créées, on risque un jour de les voir disparaître, à travers l'exemple de ArcelorMittal qui désindustrialise parce que les zones sont éloignées des flux maritimes. Oui, et je vais un petit peu plus loin dans ce que je dis. J'observe que toutes les villes qui veulent rester dans la compétition mondiale essaient de se brancher sur la mer, même si ce n'est pas simple. Regardez les efforts démentiels consentis par le gouvernement chinois et par Pékin pour se brancher physiquement sur le port de Tianjin pour avoir un accès à la mer. Shanghai a réussi formidablement. Pékin sait bien que le développement de Shanghai, d'une façon ou d'une autre, met en cause le poids et l'organisation administrative, politique et économique dans le pays. Et à Pékin, on a décidé d'organiser un branchement physique, quasiment physique, avec des lignes à grande vitesse, avec une imbrication industrielle entre le port de Tianjin et le port de Pékin. Donc ce que je dis vaut pas simplement à Tanger, mais vaut aussi sur la côte de la Chine. Très bien, je pense que c'est une bonne transition pour donner la parole à M. Jawad Kerdoudi pour un peu nous décrire cette vision, comment le Maroc l'a construit, comment le Maroc a justement suivi cet impératif de développement portuaire et de développement de hub, l'exemple frappant de Tanger et peut-être même d'autres ports en cours de construction. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je voudrais traiter 3 questions très rapidement. Quelles sont les clés de succès d'un hub maritime régional? Moi, j'en vois 3 principalement. Le positionnement, il est très important de savoir où se trouve ce port. Et Tanger Med, justement, mon collègue vous donnera plus de détails, se trouve effectivement dans un excellent positionnement, parce qu'il y a 100 000 bateaux, je dis bien 100 000 bateaux par an, qui traversent le détroit de Gibraltar. Et le port de Tanger Med se trouve sur la route de ces grands porte-containers. Et mon collègue m'a expliqué tout à l'heure qu'ils ne perdent finalement que quelques heures pour aller à Tanger Med, décharger leurs containers et reprendre la route. Donc le positionnement est très important. Bien sûr, l'équipement. Quand on a un port, s'il n'est pas bien équipé, les grandes compagnies maritimes ne s'y arrêtent pas. Donc, Tanger Med est également très bien équipé. Et enfin, la communication, il faut communiquer pour ce port pour qu'il puisse être connu. Donc ça, c'est les clés de succès. Deuxième point que je voudrais vous dire, quel est le rôle dans un hub régional maritime? Quel est le rôle du secteur public et du secteur privé? Et Tanger Med est également un exemple. Si vous voulez, le public, lui, fait les infrastructures. Mais tout ce qui est gestion, même par exemple des quais de containers, tout ce qui est gestion, c'est le secteur privé qui le fait. Et je peux vous assurer que ce partenariat
public-privé est extrêmement intéressant et compétitif. Et là encore, Tangemed est un exemple. Enfin, le troisième aspect que je voudrais traiter devant vous, c'est qu'est-ce qu'apporte un hub régional maritime à un pays. Et bien, je peux vous dire que Tangemed a apporté énormément, pas simplement au niveau des recettes, bien sûr, parce que les bateaux, quand ils déchargent à Tangemed, ils payent évidemment des droits, mais surtout le développement, parce qu'il y a une zone en franchise de droits de douane et il y a une zone également industrielle. Et si Renault s'est installé à Tangemed, c'est parce que Tangemed lui apporte, si vous voulez, à la fois la zone franche, mais aussi toutes les infrastructures routières, par exemple entre Casablanca et Tanger. Bientôt, nous aurons un TGV, ce qui évidemment favorise les... Et donc, Tangemed est un facteur de développement extrêmement important pour l'économie marocaine. Et je voudrais juste citer Renault, a une capacité de 400 000 véhicules et déjà cette année, il va exporter 200 000 voitures, ce qui va améliorer également notre commerce extérieur. Merci. Donc il est clair qu'il y a un réel développement économique qui s'est construit au Maroc à travers ce port. Justement, pour rentrer dans les chiffres, peut-être que l'exploitant du port pourrait plus nous en parler. Donc, M. Dahman, si vous pouvez un peu compléter ce qu'a dit M. Kerdoudi pour nous donner l'impact économique effectif et de tout ce développement autour de Tanger. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais juste rappeler que le port Tangemed est un port dont les travaux de construction ont démarré en 2002. C'est un port qui a été un petit peu réalisé dans un temps record. C'est parce que pour commencer les travaux de construction en 2002 et déjà commencer à exploiter le premier terminal donc en 2007, donc on a commencé avec le terminal APM Terminals. C'est un terminal qui a une capacité de traitement d'1,5 million de VP, qui est déjà atteinte parce que le terminal APM cette année il terminera un petit peu avec un trafic qui avoisinera les 1 700 000. Donc on voit déjà que c'est un succès au niveau du temps de réalisation du projet, aussi bien qu'en termes d'exploitation. Parce que donc on est déjà en train de travailler, je ne vais pas dire en congestion, mais on a déjà dépassé la capacité pour laquelle le terminal il a été calculé. Donc 3 ans plus tard, on a commencé la deuxième concession conteneur avec le terminal Eurogate. C'est un terminal qui traite aujourd'hui 1 400 000 EVP par an et dont le trafic continue de se développer année par année. Donc le développement de ces deux terminals a poussé l'autorité portuaire, donc, ou plutôt l'agence spéciale Tangemed, c'est le groupe mère, la société mère, donc a poussé la société mère à penser à l'avenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a lancé les travaux de construction du port Tangemed 2. C'est un port qui traitera à lui seul 5 millions de EVP et qui portera la capacité de traitement ou bien de manutention du groupe du complexe portuaire à 8 millions de VP. Et ça fera probablement du port Tangemed le premier ou bien le deuxième au niveau de la Méditerranée, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que le port Tangemed qui fait des extensions, il y a nos voisins en face aussi qui sont en train de travailler, c'est la concurrence qui l'impose, ils sont en train de travailler pour aussi avoir des extensions et attirer le maximum de trafic. On n'a pas que Tangemed, ce n'est pas qu'un port à conteneurs. Donc il y a aussi le projet Renault qui a poussé le port Tangemed à penser au trafic véhicule. On a 2 terminaux, le terminal Renault qui traite actuellement plus de 250 000 véhicules par an. On a aussi un terminal common user pour le traitement des autres véhicules, autres que Renault, donc d'autres marques. C'est un terminal qui est en cours de développement et où on développe actuellement beaucoup de trafic de transbordement. Donc on a beaucoup de voitures qui sont produites au niveau de Barcelone et la Turquie, la Roumanie. Ils transportent par le port Tangemed pour partir ou bien vers l'Europe du Nord ou vers l'Afrique du Sud ou l'Australie. Donc on a même
réussi à avoir l'Australie en termes de connectivité. Donc on est parti le plus loin possible. Pour un petit peu s'éloigner des chiffres, Tangemet, donc il a eu ce succès, c'est pas par hasard. Donc dès qu'on a commencé à exploiter le port, on a essayé de travailler sur plusieurs points. On a essayé tout d'abord de travailler sur le temps et le coût de passage, et principalement le temps de passage, parce que on sait tous ce qui s'est passé à Casablanca en 2007 lorsque le port s'est congestionné. Il y a eu ce type d'arrêt cardiaque. Donc, et nous, on en est très conscients, et on essaie toujours de traiter les marchandises dans le port le plus rapidement possible. Et les gens qui sont là et qui travaillent dans les ports, ils savent que réduire le temps de passage, c'est forcément réduire le coût de passage, parce que le coût de passage, ce n'est pas seulement les coûts portuaires, mais c'est aussi les différents coûts subis lors du passage. Lorsque vous laissez un conteneur au terminal pendant une semaine ou 2 semaines, ce n'est pas la même chose ou lorsque vous récupérez votre marchandise 3 ou 4 jours après son débarquement. La deuxième chose sur laquelle on a essayé de travailler, c'est d'avoir des rendements maximum. Je pense que ce point, ça s'est imposé, ça a été de facto imposé, parce que nos opérateurs, ils cherchent donc à avoir la plus grande part possible du marché. Et par là, ils sont obligés d'être concurrents et d'avoir les meilleurs rendements possibles. À titre d'exemple, on a le terminal APM Terminals qui arrive parfois à des cadences de chargement et déchargement qui atteignent les 40-42 mouvements par heure. Ce sont des chiffres vraiment très performants. Et on a un terminal Orgate qui tourne actuellement par une moyenne de 30 à 35 mouvements par heure. Et donc, on a le rendement aussi, on essaie aussi d'optimiser le rendement. Et il y a un point très important sur lequel on essaie de capitaliser, c'est la connectivité du port. Et c'est là où je viendrai pour répondre au thème un petit peu de cette séance. C'est à travers cette connectivité par laquelle on est connecté actuellement à plus de 140 ports partout dans le monde, à travers 62 pays et dans les 5 continents. Cette connectivité, elle permet à l'exportateur marocain ou bien l'importateur d'atteindre des marchés. Par exemple, vous avez le marché européen à 3 jours, vous avez les marchés de l'Afrique du Sud à 5 ou bien 7 jours, vous avez les deux marchés, les marchés des Amériques, donc vous avez des destinations à 10 ou bien 12 jours. Donc c'est cette connectivité qui permet en même temps donc, aux exportateurs ou bien aux opérateurs économiques qui sont installés dans la région d'être compétitifs, mais ça permet aussi d'attirer des nouveaux investissements, surtout pour tout ce qui est business world to world, donc des business donc, du monde et du monde. On a reçu beaucoup de gens donc, qui travaillent dans ce sens, qui voudront être très, très proches du port, importer la matière première, si celle-ci n'existe pas au Maroc, et après trouver un port qui est bien connecté pour redistribuer vers l'export et réexporter partout dans le monde. Je pense que la connectivité est un point très important dans le développement du port en tant que hub régional et aussi dans le développement d'activités économiques de la région. Oui, pardon. Merci M. Darman. On comprend bien qu'il ne s'agit pas uniquement, donc, de ce que vous dites, il ne s'agit pas uniquement de choisir un point et d'implanter un port pour être un hub régional. Il faut déjà bien choisir le point, comme le disait Sikedoudi, mais aussi il faut derrière être performant parce qu'il y a une compétition, il y a une compétitivité et également avoir une certaine connectivité avec d'autres ports qui permet de faire un hub, et sinon il est clair que le développement ne peut pas se faire. Ces différents sujets touchent un peu les best practices, donc j'aimerais bien interpeller M. Tarafa pour dire, d'après votre vision de consultant, de ce que vous avez vu, ces best practices-là sont-ils en conformité avec ce que vous avez l'habitude de voir, et y a-t-il d'autres points sur lesquels il est important de faire attention pour le développement des ports et des hubs portiers en général? D'accord, merci Monsieur le Président. Merci aussi l'organisation de MedDays et l'Institut Amadeus. Donc, moi je voulais donner le point de vue du consultant. Nous participons dans les deux côtés, dans le côté privé, aussi bien que dans la partie publique, portuaire, autorité portuaire et gouvernement. Je voulais signaler ce qui, à notre avis, sont les points clés pour le développement
de ports en général, dans tout le cycle d'investissement depuis le choix de l'emplacement, la conception, la planification et le développement et l'opération. C'est là où nous intervenons sur plusieurs phases ou étapes du cycle d'investissement portuaire. Donc d'abord, je voulais expliquer que ce que nous avons rencontré dans beaucoup de pays, c'est que les ports ont connu un processus de modernisation, d'investissement, de mise à point. Dans beaucoup de cas, ces ports venaient de gestion du gouvernement direct ou même de gestion historique des militaires, par exemple, ou de la douane qui gérait directement le port et qui ont évolué à travers des plans des gouvernements, des plans de modernisation et des réformes à des ports modernes où il y a eu des investissements privés et des développements d'équipements performants pour l'opération portuaire. Donc le premier facteur, c'est la planification, la correcte planification. Donc faire un plan aussi bien des investissements, des phases, aussi bien temporaires que géographiques. Il est très important le choix de l'emplacement. Un bon choix peut faire économiser beaucoup d'investissements. Aussi, le choix peut avoir un impact très important sur l'environnement, donc c'est aussi très important. Il faut tenir en compte aussi la connectivité, l'emplacement par rapport au flux de marchandises, mais aussi c'est important de planifier les phases. L'infrastructure, les ports comme toute autre infrastructure, il est très important que la capacité soit développée au fur et à mesure des besoins. S'il y a trop peu de capacité, le port est congestionné tout de suite. Ce qui a un effet très négatif. S'il y a trop de capacité, des capitaux sont investis de façon innécessaire qui pourraient être investis ailleurs dans des meilleurs investissements, dans des meilleures opportunités. Donc la planification, c'est le premier point. Ensuite, l'autre facteur, c'est l'environnement légal et législatif. Dans beaucoup de pays, nous avons montré qu'il y a eu des difficultés par rapport aux concessions, par rapport à la participation du secteur privé. Et il est très important d'avoir des conditions pour des concessions portuaires, des participations privées, où il y ait une situation d'équilibre entre le coût et les bénéfices pour le privé et pour l'administration, où les conditions soient claires, il n'y ait pas des zones grises, des zones pas non définies, où tous les événements possibles soient clairs pour les deux parties. Donc cet environnement est très important, surtout pour la participation de l'initiative privée. Nous croyons aussi que pour avoir un port performant et moderne, il est aujourd'hui nécessaire la participation privée dans l'opération et la spécialisation. Pas autant la spécialisation au niveau de tout un port, pas nécessairement, mais la spécialisation au niveau des espaces et des opérations des terminaux portuaires. Donc le troisième facteur, c'est l'optimisation et la simplification des process et des procédures. Dans un port, les marchandises doivent circuler vite, agilement. Quand un importateur ou un exportateur veut utiliser le port doit avoir des délais d'opération les plus rapides possibles, les plus fiables possibles. Et il est très important que les procédures soient automatisées autant que possible. Il est très important qu'il y ait une utilisation
intensive des systèmes d'information, des moyens électroniques, non seulement des ports, mais aussi des entités qui travaillent dans le port, comme les agences de gouvernement, les agences de contrôle, la douane, la capitanie maritime, etc. Et que les entreprises privées, les terminaux, les entreprises de transport puissent soient connectées à ces plateformes électroniques et puissent faire des procédures de façon automatisée et rapide. Et le quatrième facteur qui a été déjà souligné, c'est la connectivité, c'est très important. Un port qui est performant, qui a une capacité suffisante, mais qui n'est pas bien connecté, ne peut pas rendre service à l'industrie et aux importateurs et exportateurs. Il est important d'avoir des accès, des zones de contrôle, des zones, des buffers d'entrée et de sortie pour les marchandises, pour les conteneurs, des zones de stockage de conteneurs vides, par exemple, qui se développent dans certains ports et qui jouent un rôle clé pour décongestionner les ports. Et surtout, les interfaces intermodaux, non seulement avec la route, avec le transport routier, mais aussi avec le transport ferroviaire et avec le transport fluvial. Nous avons vu un exemple en Afrique, en Égypte, où le Nil, la rivière, est connectée avec deux branches aux deux principaux ports, au port de Damietta et au port d'Alexandrie. Et en même temps, le 95% de la population égyptienne habite à côté de la rivière, du Nil, mais par contre, seulement 0,5% des marchandises sont déplacées à travers le Nil, alors que le Nil est connecté aux deux principaux ports. Non? Donc, est-ce que c'est un problème de réseau? Aussi, il y a des problèmes avec le réseau fluvial, mais surtout, c'est une question de connectivité et d'infrastructure intermodale entre les ports et la rivière. Non? Et dans ce sens-là, le gouvernement égyptien est en train d'implémenter une série de mesures pour améliorer ce moyen de transport. Non? Le transport de conteneurs à travers le Nil est de quelques centaines, quelques milliers de conteneurs pour une population de plus de 70 millions d'habitants. Voilà. Merci, M. Tarafa. Donc, on comprend bien que, en plus des sujets qui ont été évoqués par M. Kerdoubi et M. Darman, vous insistez sur la nécessité de planification, bien sûr, pour pouvoir dimensionner les infras avec le trafic, qui ont eu une phase pour ne pas se retrouver en sous-investissement ou en congestionnement. Également, la problématique du cadre réglementaire. Je pense que un pays comme le Maroc en est conscient, puisque s'il n'y avait pas eu la réforme portuaire avant Tangemed, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est ce qui a permis de pouvoir lancer les concessions, etc. Et bien sûr la connectivité qui est essentielle et dont on a beaucoup parlé. Donc ça me ramène à Helle. Helle, just to complete this vision from the eye of the expert, you know very well this region, you know MENA region, you know also the Mediterranean region. How, at your point of view, with your experience, can you share with us how what you see and how it contributes to the growth and the development of the economy of the region? Here we go. Yes, thank you very much. Also, of course, thank you to the Amadeus Institute for inviting me, but I think it's more important actually to say thank you very much to the Institute for inviting the shipping industry to sit here today, because it is very, very important. There's been a lot of good presentations, a lot of good panel discussions, but I think that what you see here on the stage could be the driving force for a lot of the things that is going to happen here over the next 10, 15 years. So thank you very much for having that wisdom to bring us on board. Then what I will do is that I will try to go maybe a little higher and a little lower than the other gentlemen on the panel here. And first I would like to give you a guarantee. That is not very often when it's me. I normally don't guarantee anything at all. I'm a consultant. But there will be a fast change
coming in, and the only guarantee there is that it's going much faster than you can even predict. In 2011, there was something, there is still today, something called the Sustainable Shipping Initiative. But that was the startup for some of the major players in the supply chain that was drafting a big report. It's called Case for Action, where it looked into the future. And there we really talked about that they thought that they were really into the future. But a lot of the things that they described in 2011 is already here. It's 2014, we're only 3 years later. It's not many years ago that we whispered in the corners, have you heard there is a 14,000 TEU, means number of container, 20-foot containers on board a container ship, is coming out. We were just astonished. You know, it's not really a long time ago. Now the last we are hearing is that they are now constructing container vessels that are 24,000, 26,000. We have only just said hello to the biggest one, 16,000, 18,000 coming out. So we are growing very, very fast in this sector. What we call the ton mile, how many tons we are transporting from A to B, the tons are going up, that's for sure, because the world is growing. There is a need for goods that is being transported from A to B. Also, developing countries are now kicking in and they need goods transportation. So we need more vessels, that's a fact. Whether then the freight rates will be good, that's another story. We don't have to take that here. But there will be a higher need for seagoing transportation, and also because it's the cleanest mean of transport we have in the world. Not many realize that. We are far cleaner from any other transport mean. And now that takes me to the third big driver that has not been seen here yet, and also I think you can take advantage of, especially because of your situation. I'll come back to that. But that is sustainability. It's not a long time ago that sustainability was the word of grassroots movements, old hippie movements, whatever around in the world that was drinking whatever they were doing. It was a bit of a laugh. 7 years ago, 8 years ago, I went to the top of BIMCO and I said, can we do something for the ship owners with regards to eco-friendly things, green marketing of container transport and transshipment. During those days, the market and the politician was not at all ready to listen. It's 8 years ago. Where are we today? So a lot of things are happening out there. So we have to understand that sustainability, and maybe I'm not trying to talk down to those of you who knows, but I always know that there are some of the audience who don't realize this. That when we talk sustainability, we are not just talking environmental stuff. We are not just talking CO2 reduction or melting of the ice cap. Sustainability is about sustainable financing. It's about sustainable cities. It's about sustainability for people. It's about sustainability also, of course, in the environmental stuff. So it's the whole package. And what will drive the shipping industry more than we can even think of is the consumers in the world, who is now being taken over. The really hardcore buyers are people that have been bought into thinking sustainability. I'm talking about the people that are now maybe up to 30, 35. I also think sustainability, but I was not born that way. Maybe you were. Yeah. So a new generation is coming in. They have new desires. They want green label on the packing for whatever they buy in the stores. But also the CEOs running our companies, they actually are willing to take risk or to invest and pay for having a green company, attracting green intellectual people into their companies and what have you. So there's a big game changer that is coming in. And when I say coming in, I'm not thinking in 20 or 25 years from now. It's actually just around the corner. It's already here for a lot of those we call the thought leaders. They already take it on board and work with it. But there's a lot of companies that haven't seen how quickly it's going to kick in. So that will take me to the last thing for now, just here. Collaboration will be the most important tool, I think, that you can pick up on, make that work so that we can get the ports and the hubs and everything going, not just for a area of Morocco,
But if you take a ruler, for instance, and you take it from the Suez Channel and all the way up to Ceuta, and you think about that they are maybe going to, I think they will actually, expand the Suez Channel so that the very big vessels don't have to go south of Africa anymore, then you are just on the route here. So why not collaborate across the northern part of Africa? And how do we get over that barriers? Because there are barriers, there are challenges with regards to history, with regards to politics, with regards to religion and everything. There are ways of doing it, so we can talk more about that. But I think collaboration down the coast here will be very, very important so you don't step on each other's toes. Israel has just announced, I heard it at least, maybe they have announced it to other people, yesterday that they, or was it the day before yesterday, they're going to build a new port. That was Netanyahu that said that. They're going to build a big new port in Israel. And no discussion has been ongoing. They haven't talked to the port of Haifa. They haven't talked to the port of Ashdod. They just decided it's coming now, period, over and out. That is also a new regime that we have to look into, that the way the game is going is not normal sometimes. $32 billion is this very moment spent in investment on ports. So flexibility, so you can take the changes in as fast as they're coming, even those you can't predict. Collaboration, watch out for sustainability, and knowing that you are on the route where all the developments are going to happen and pick it up. And that was what I was going to say. Thank you. Thank you, Vero. I noticed many things in your talk. Growth, cleaner industry, because maritime shipping transportation is one of the cleaner industry today. Sustainability and also collaboration, which is very important, because you're right. We always have this question: does the construction of the new port doesn't take traffic from other ports? So that's a big issue. Donc on a bien compris que elle insiste sur la durabilité, qui est un élément essentiel du transport maritime, à intégrer la collaboration qu'il doit y avoir entre les différents acteurs portuaires et les différents États, le fait que également le transport maritime soit un des moins polluants, je dirais, pour ne pas dire un des plus propres, et donc il y a une réelle évolution dans le secteur et qui va plus rapidement même que ce que les experts peuvent imaginer. Elle a beaucoup insisté sur la collaboration, ce qui me pousse à rebondir dessus pour poser une question à M. Philippe. Je sais que le port du Havre est pas loin du port de Rouen, pas loin du port de Paris. Est-ce que cette notion de collaboration est importante et comment ça se joue? Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois de la cannibalisation entre les ports? On a parlé à un moment, et peut-être que tout à l'heure, M. Darman interviendra, on a parlé à un moment de possible cannibalisation de Casablanca par Tanger-Med, etc. Est-ce qu'il y a une collaboration? Comment ça se fait? Et comment les uns interagissent par rapport aux autres? La question de la collaboration entre les ports et de leur compétition est assez sensible. Exige, et je suis assez d'accord avec ma voisine, exige un travail d'organisation et de gouvernance qui est très compliqué. Vous avez cité vous-même le port du Havre, il est situé sur l'estuaire de la Seine, c'est le port de Paris. Mais moi, je ne parle jamais du port, je parle d'un système portuaire. Je parle d'un ensemble de places qui sont beaucoup plus complémentaires que concurrentes. Et sur la Seine, il y a 3 ports, au sens qu'il y a 3 établissements publics qui gèrent des ports, mais en vérité, il y a un seul système portuaire, le Havre, spécialisé dans le conteneur et dans le vrac liquide, Rouen, qui est le plus grand port céréalier d'Europe, et puis Paris, qui est desservi avec ses 10 à 12 millions d'habitants par ce système portuaire. Dans beaucoup d'autres endroits au monde, on parlerait d'un système portuaire, on parlait du port de Shanghai, par exemple à Shanghai, mais le port de Shanghai, il remonte jusqu'à Chongqing, petite commune charmante de 30 millions d'habitants qui est située plus de 800 km à l'est, et c'est le port de Shanghai qui opère les installations portuaires fluviales de Chongqing, parce que c'est le même système cohérent de développement économique. Donc il faut, pour maximiser les chances de développement d'un territoire, il faut une organisation portuaire qui fonctionne beaucoup plus sur la collaboration que sur la compétition. Mais entre systèmes portuaires, il ne faut pas se cacher, se voiler la face, il y a des compétitions, et des compétitions qui sont très fortes. Le système portuaire Le Havre-Rouen-Paris, il est en compétition avec le système portuaire Anvers
lui-même en compétition avec Rotterdam, lui-même en compétition avec Hambourg. Et là, on n'est pas dans la collaboration. Et chacun va, dans sa course au développement, essayer de maximiser ses investissements, la qualité de son service, l'attractivité commerciale de ses infrastructures. Bref, chacun va rentrer en compétition. Et ce qui est important, si on considère que cette compétition est saine pour les individus, mais qu'elle peut aboutir à un résultat qui n'est pas totalement optimal pour le territoire, en l'occurrence l'Europe, ce qui est important, c'est qu'il y ait une instance au-dessus qui vérifie que cette compétition ne se traduit pas par des choses absurdes pour le territoire. Et c'est le cas en Europe. Et je voudrais en donner un exemple que je trouve tout à fait intéressant. On a parlé du trafic portuaire, du trafic maritime, considérable qui passait dans le détroit de Gibraltar et sur la Méditerranée. Il y a un autre endroit dans le monde où le trafic portuaire est encore plus fort. C'est la Manche. Dans la Manche, dans ce petit bras de mer, mais vraiment petit, entre le continent européen et l'Angleterre, à chaque heure du jour et de la nuit, il y a entre 25 et 30% du commerce maritime mondial. C'est extravagant. C'est une autoroute. C'est plus qu'une autoroute, c'est une autoroute qui serait un peu congestionnée, avec des bateaux qui vont nord-sud et des bateaux qui vont est-ouest, entre l'Angleterre et le continent. Il y a deux ports essentiels, Anvers et Rotterdam. Rotterdam, c'est 12 millions de containers, 12-13 millions de containers. Anvers, ça doit être 9 à 10 millions de containers aujourd'hui. Des chiffres tout à fait considérables. Plus Hambourg, plus Le Havre, plus les autres ports. Eh bien, l'Union européenne réfléchit aujourd'hui à ne pas engorger Anvers et Rotterdam et à imaginer des systèmes de desserte de l'ensemble du continent européen autrement que par Anvers et Rotterdam. En se posant une idée très simple, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, pour une raison X ou Y, technique, politique, militaire, on ne peut plus utiliser aussi facilement l'un des deux, voire les deux. Si Anvers et Rotterdam s'arrêtent aujourd'hui, c'est l'ensemble du continent européen qui se trouve incapable d'importer et d'exporter. Alors évidemment capable, il reste d'autres ports, mais en très grande difficulté. Et donc vous avez des projets de l'Union européenne, des projets Westflow, des projets qui sont en train d'imaginer non plus la compétition entre les ports, qui elle est assez naturelle, mais bien une forme d'organisation du territoire qui prenne en compte l'idée que les ports peuvent être des éléments complémentaires dans l'organisation d'un territoire qui est l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, je suis beaucoup moins connaisseur de ce qui se passe en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, mais on voit bien qu'il y a un besoin pour organiser la desserte de l'hinterland de cette partie de l'Afrique et qu'il faut trouver les moyens d'organiser cette complémentarité entre le port de Tanger, bien entendu, le port de Casa, ça c'est national, mais avec d'autres échelles, avec les ports d'Afrique de l'Ouest et les ports d'Afrique du Nord. Et je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là, la gouvernance continentale en Afrique soit suffisamment poussée dans sa logique de collaboration et de coopération pour atteindre l'objectif. Merci pour cette réaction sur la France et l'Europe. Peut-être, M. Dahman, si vous pouvez nous dire un peu, parce qu'au début, c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions sur l'éventuelle compétition interne entre Casablanca et Tanger, comment c'est géré, et aussi de manière plus large, aujourd'hui, je sais qu'il y a un développement du trafic, en tout cas des relations avec les autres ports en termes de volume des transactions, notamment entre le port de Dakar, Abidjan, Lagos. Comment cette collaboration est structurée et comment justement la croissance des échanges s'est développée à travers Tanger? Donc je commencerai par la première question. Je pense que, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de cannibalisation parce que le fait que le port Tanger-Med soit là n'a rien changé dans le sort du port de Casablanca. Parce qu'il ne faut pas oublier que 96%, par exemple en termes de conteneurs, 96% du trafic que nous traitons au port Tanger-Med, c'est du transbordement et qui ne touche pas Casablanca. Ça c'est un. Deux, le port de Casablanca, ça reste un grand port qui est, comme a dit M. Philippe, donc, qui resterait toujours un point vital pour l'économie nationale et marocaine, vu que le Casablanca, ça reste toujours le cœur économique du Maroc. J'aimerais aussi ajouter qu'il y a des liens entre le port de Tanger-Med et le port de Casablanca. Rien que cette année, on a plus de 120 000 conteneurs
qui ont transbordé localement entre Tanger-Med et Casablanca. Donc c'est soit de l'import qui est destiné à Casa qui passe par Tanger-Med, soit c'est de l'export de Casablanca qui profite de la connectivité du port Tanger-Med. Donc ça vient ou bien d'Agadir ou bien de Casablanca par voie maritime et pour être exporté partout dans le monde. Pour le deuxième point, le point de relation avec les différents pays, je pense que le port Tanger-Med devient en quelque sorte une porte pour l'Afrique. 40% de notre trafic donc, réalisé est destiné au marché africain, et plus spécifiquement l'Afrique de l'Ouest. Après, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut arriver au marché américain en 10 jours, et ça nous a permis d'avoir 10% à 11% de notre trafic qui est réparti entre l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. On a aussi une bonne connectivité avec les ports européens. Et bien sûr, avec l'Asie, c'est de là où vient la grande majorité de ce qu'on appelle les mother vessels, les grands navires de 18 000, 16 000, 14 000 EVP qui viennent charger, qui passent à Tanger-Med pour décharger entre 4 000 et 6 000 EVP par escale. C'est assez gros comme volume. Et 4 000, 6 000, ça se fait en 24-36 heures. C'est aussi très performant. J'aimerais juste rebondir sur 3 points qui ont été cités par les experts. Le premier point, c'est sustainability, la durabilité. Je pense que c'est un point qui est très essentiel. Nous, dans tous les cas, au port Tanger-Med, on en est très conscients. On sait que le port, il a bien réussi durant ces dernières années, mais on essaie, comme on dit, de garder les pieds sur terre, de voir vers le futur, consolider ce qu'on a réalisé pour l'instant, et on a l'œil vers le futur, surtout pour le port Tanger-Med 2. On espère que ce port aura le même succès que le port Tanger-Med 1, et je pense qu'en consolidant sur ce qui a été réalisé sur le port Tanger-Med 1 et en essayant de faire la même chose sur le port Tanger-Med 2, je pense qu'on aura toutes les conditions de succès. Ah, pardon. Monsieur Cardoudi. Dans le même ordre d'idée de collaboration, il ne faut pas oublier que le principal concurrent de Tanger-Med, c'est Algeciras en Espagne. Alors je sais qu'au départ, il y avait beaucoup de craintes d'Algeciras vis-à-vis de Tanger-Med. Et si vous le permettez, monsieur le modérateur, j'aimerais bien demander à monsieur Dahman, parce que je n'ai pas très bien suivi, est-ce que maintenant il y a des accords entre Tanger-Med et Algeciras? Sur le trafic conteneur, on peut dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est une concurrence, mais qui est, à mon point de vue, vitale pour les deux. C'est grâce à cette concurrence qu'on a des niveaux de performance très élevés. À titre d'exemple, on a toujours une concurrence sur le navire qui sera le plus chargé. Dernièrement, le record, il était ici à Tanger-Med. On avait chargé un navire jusqu'à 16 000 EVP. Et vous avez 2 semaines après, il y a un sister ship du même navire qui entre à Algeciras et qui réalise un petit peu un taux plus élevé. Donc, cette concurrence, je crois qu'elle est très vitale pour le port Tanger-Med. Et pour moi, à mon point de vue, donc, à mon sens, c'est une bonne chose pour les opérateurs dans le port Tanger-Med, parce que grâce à cette concurrence, ils sont obligés de garder des rendements au standard international et de libérer les navires le plus rapidement possible. Car comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on discutait dans la chambre, le but maintenant des armateurs, c'est de voir leurs navires sur mer et pas dans les ports. Donc ils essayent de passer le moins de temps possible dans les ports et qu'ils naviguent le plus de temps possible. Mais par contre, sur un autre point, on a des bons liens avec Algeciras, surtout sur tout ce qui est trafic tir. Donc on sait que la ligne maintenant Tanger-Med Algeciras, c'est un vrai pont maritime entre les deux pays. On a 20 départs par jour, quasiment 20 départs par jour des camions tirs qui partent vers Algeciras, et on a plus de 220 000 camions tirs qui traversent le port Tanger-Med vers l'Europe chaque année. Et on a des taux de croissance à 2 chiffres. Par exemple, cette année, on a un taux d'évolution de 11% de tout ce qui est trafic camion-tir. Et ça ne fait qu'évoluer, surtout avec l'implantation des fournisseurs, aussi bien de Renault que d'autres fournisseurs qui viennent s'installer ici, aussi bien à Tanger-Med, à Tanger Free Zone ou bien dans la zone Tanger Automotive City.
Merci. Monsieur Tarafa, vous voulez rajouter quelque chose sur ces sujets-là? Oui, je voulais rajouter que nous parlons de concurrence entre systèmes portuaires et même entre pays, non? Mais je pense qu'il y a aussi une autre concurrence à un autre niveau, qui est la concurrence entre les grands opérateurs. L'industrie maritime et portuaire est de plus en plus concentrée. Aujourd'hui, les premiers opérateurs de terminaux portuaires ont plus de 2/3 du marché de conteneurs au monde. Un phénomène similaire se passe avec les grandes lignes maritimes comme Maersk, comme MSC, comme China Shipping, comme Hapag-Lloyd, etc. Et cette concurrence, je pense qu'elle est aussi intense ou même plus intense que la concurrence entre les systèmes portuaires. Non? Et de ce point de vue, c'est bien qu'il y ait cette concurrence parce que finalement, elle va bénéficier l'industrie, elle va bénéficier les exportateurs. Non? Et cette concurrence n'est pas incompatible avec la collaboration. Justement, je pense que c'est bien qu'il y ait des terminaux concurrents, même si c'est dans le même port, mais qui soient dans le même secteur de conteneurs ou de vrac ou d'automobiles et qui soient concurrents entre eux dans un espace relativement près ou même dans un même port. Non? Et ça peut arriver avec un niveau de collaboration entre ports d'un pays qui soit aussi présente. Non? Hello, do you want to say something? Yes, thank you very much. Thank you. Yes, for sure, competition is sound and good. We need that. Otherwise, that is what is driving things here. But also, there will be things that we can't do ourselves. And some of the strongest clusters that I know, maritime clusters, they actually collaborate incorporate on a lot of things. There's the Bergen cluster, that is Singapore cluster, Hong Kong cluster, whatever. There's a lot of things going on there that makes them stronger and stronger. So I think there is a lesson to learn from that don't just close everything in and say we can do it ourselves, because maybe that is not so, and maybe it's not necessary. Let's say, for instance, you had a very good point about the big container lines, that they are carrying the most of the cargo on a very few container lines. What if, for instance, we could set up, or you could set up an attractive environment for Maersk to build up their next state-of-the-art port for transshipment in this area? Let them do the job. If you just give them the platform. Maybe that is, I'm not saying that is the way you should do it, but I'm just saying that there are different ways of doing it. Some of the ports that will be needed in the future might need investments that is too much for one to carry. We are talking about LNG, for instance, but maybe we have even surpassed LNG. That comes as a surprise to many shipping people, but I'm working with some of the people that are working in Blue Skies projects. That means beyond what is in the future, beyond the future. Yeah, so we are 15, 25 years ahead, but now they even say that this is not a blue sky project anymore, and they think actually it will kick in quicker with biofuel, chemical fuels, all the other types, that we might even have passed LNG already. So you might have to survive until the biofuel kicks in, so you have to have an enormous investment on LNG. But maybe you could also invest in a lot of solar system for battery-driven ships that a lot of companies are looking into right now. Batteries are getting smaller and smaller, getting smaller and more easily to fit them into vessels. And I mean, you have the sun down here. So why not maybe make the environment for a port that can be flexible on all kind of fuel for vessels? So there's a lot of things that you can cooperate on and collaborate on, and maybe even invest for real, like in real investors, and get the capital return of investment, even though it's not in your own area. So there is something there that can be picked up on. And then I have learned one lesson with all the things that and projects that I work with, is that never set the bar too high. If you set the bar too high and say we need to build the port together, or we need to work all the countries together on security problem, that's another thing. You have to put a stable environment
Otherwise, the vessel will not be here. They will find other ports. But start lower than you think that you can, just to demonstrate to each other that it is possible to collaborate and cooperate on something. Get the right tools in to work with it so it doesn't become a matter about whether you're Christian or Muslims or whether you have a history on a fight or whatever it is. Get all that out of the room. Focus on the now and the future and focus on facts that will make some benefit to the region. I think that might be a lesson learned. Because if you do it that way, then the speed with which you will take off will be tremendous. If you start too high, then you either die and break your neck or you take a very slow start. Thank you for these lesson learnings. Donc, en résumé, ce qu'on apprend de nos experts, c'est qu'on est dans un secteur maritime qui est en évolution croissante et de manière très forte, qu'effectivement l'ensemble, une bonne partie des flux de la mondialisation passe par le secteur maritime. Donc les hubs régionaux portuaires ne peuvent qu'être porteurs de développement, d'autant plus que les ports dictent un peu la géographie industrielle, mais qu'il y a lieu de mettre un certain nombre de garde-fous et de conditions pour pouvoir développer ces hubs régionaux, à savoir donc bien choisir le positionnement, avoir une réelle planification, avoir une connectivité, avoir une performance pour pouvoir justement, parce que les gens sont... tous les armateurs sont à la recherche de gains de temps, également de la collaboration, parce que tous les pays, toutes les villes ne peuvent pas être des hubs régionaux, et donc il y a lieu qu'il y ait de la collaboration entre les uns et les autres. On aurait voulu recueillir des questions de la salle, malheureusement quand on est en dernière session, avant la clôture, on est toujours pris par le temps, donc on est obligé de nous arrêter là. We have not enough time to have Q&A session, so we will stop here. Pour nous permettre à tous de rejoindre la séance de clôture qui se déroulera juste à la fin dans la salle à côté, la salle Tanger. Et donc je vous demande de remercier en applaudissant chaleureusement nos différents experts qui ont voulu partager leur expérience. Thank you to you all and see you perhaps next year to the next forum.